Salut à toutes et à tous, c'est les Principes talosiens. Bienvenue dans ce nouveau résumé d'ouvrages philosophiques. Aujourd'hui, nous explorons l'un des grands textes de la pensée chinoise, le Mencius, attribué au philosophe confucéen du même nom. Mencius est né aux alentours de 380 avant Jésus-Christ et est mort en 289. Il est originaire du nord-est de la Chine, qu'on appelait à l'époque l'état de Tsu. Si l'ouvrage porte son propre nom, c'est probablement parce qu'il n'en est pas l'auteur direct. On pense plutôt qu'il a été rédigé par ses disciples. Cette hypothèse est renforcée par le fait que le texte présente des dialogues entre Mencius et plusieurs souverains ayant régné à des époques parfois séparées de plusieurs décennies. À moins d'imaginer que Mencius ait vécu plus d'un siècle et survécu à tous ces rois, il est peu vraisemblable qu'il ait pu réellement s'entretenir avec chacun d'eux. Mencius est un disciple indirect de Confucius, dont il prolonge la pensée près d'un siècle après la mort de ce dernier. Bien qu'il ne soit pas issu de la noblesse ou de l'aristocratie chinoise, certains de ses ancêtres semblent avoir occupé des fonctions relativement notables, ou du moins suffisamment notables pour qu'on en ait des traces. Il reste toutefois très probable que Mencius ait été un homme du peuple, et cette origine modeste s'inscrit et même entre en résonance avec sa critique de l'hérédité et des privilèges de naissance. Fidèle à l'esprit confucéen, Mencius fonde sa doctrine sur la vertu, le respect filial et une gouvernance juste, des principes fondamentaux déjà formulés par Confucius. Il s'en distingue toutefois sur un point important. Mencius se considère comme investi d'une véritable mission morale, celle de préserver et sauver la civilisation chinoise menacée de déclin, voire de ruine totale. Toutefois, Mencius ne tarit pas d'éloges à l'égard de Confucius, qu'il considère comme un saint et dont il affirme qu'aucun homme semblable ne naîtra plus. Dans le Mencius, on constate que ce dernier approfondit et systématise la pensée de Confucius, en lui donnant une structure plus rigoureuse et en la radicalisant sur certains points. La vertu, par exemple, y devient indissociable de la justice, entendue non pas comme une forme de répression, mais comme une justice appliquée avec équité et bienveillance. Une autre différence majeure entre les deux penseurs concerne leur conception du bien, de la vertu et de la nature humaine. Chez Confucius, le bien s'inscrit dans une sorte de processus d'acquisition. Il s'apprend par l'étude, par la pratique des rites et par l'imitation des anciens. Mencius, au contraire, défend une thèse opposée. Pour lui, le bien n'est pas acquis, il est inné. L'homme est naturellement porté vers le bien. Il possède en lui dès l'origine une inclination spontanée à la vertu. Sa compassion est instinctive. Cette divergence autour de la nature de la vertu n'est pas sans rappeler celle qui oppose Platon à Aristote. Platon considérait que la vertu, ou du moins la connaissance du bien, réside déjà en nous, qu'elle est inscrite dans la partie rationnelle de l'âme, qui en garde la mémoire et qui la recherche avec ardeur. A l'inverse, Aristote soutenait que la vertu n'est pas innée, mais qu'elle s'acquiert par l'éducation, l'habitude et la pratique. Elle résulte d'un apprentissage progressif, qui est enraciné dans l'expérience. Il est assez amusant, et en un sens un peu troublant, de retrouver une tension similaire entre Confucius et Mencius d'un côté, et Platon et Aristote de l'autre. Deux duos majeurs de la philosophie, issus de cultures éloignées, mais vivant à des époques relativement proches, qui se partagent la même question fondamentale sur la nature de la vertu. Il existe encore un autre point de divergence significatif entre Mencius et Confucius. Alors que ce dernier, dans les entretiens, condamne fermement la rhétorique et se méfie de l'éloquence en tant que fin en soi, Mencius, lui, revendique une pratique argumentative beaucoup plus affirmée. Il n'hésite pas à recourir à des analogies, à adopter un ton assertif, voire dogmatique, pour défendre les principes confucéens, qu'il considérait comme indissociables du contexte intellectuel de son époque. Dans le Mencius, l'attitude du penseur chinois peut parfois évoquer certains aspects stoïciens. On pourrait croire que des figures comme Zénon ou Chrysippe, les fondateurs du stoïcisme grec, auraient trouvé dans sa pensée une source d'inspiration. Pourtant, cette parenté est vite nuancée,
Mencius n'écarte pas l'idée d'une forme de providence ou de destinée, ni même l'importance de l'accepter, mais, à la différence des stoïciens, il pose des limites à cette soumission. Toutes les situations ne sont pas moralement acceptables, même si elles relèvent du destin. Il écrit ainsi « Il n'est rien qui ne fasse partie du destin, mais on ne se soumet qu'à celui qui se justifie. Mourir après avoir accompli sa voie justifie sa destinée. Mourir dans les fers n'est pas un destin qui se justifie. » Par ailleurs, Mencius reste lucide face aux difficultés liées à la nature humaine. Bien qu'il affirme que le bien est inné en chaque homme, il reconnaît que dans les faits, la vertu est assez rare. Il en donne une image à la fois poignante mais réaliste. Il dit, je cite, « Ceux qui pratiquent l'humanité aujourd'hui ne constituent pas plus qu'une coupe d'eau qui tenterait d'éteindre une charrette de fagots en flammes. » Malgré tout, cette constatation ne le décourage pas. Mencius reste profondément convaincu que tous les hommes sont des saints en puissance. À ses yeux, les êtres humains sont non seulement libres et égaux, mais porteurs d'une noblesse infuse, reçue du ciel, une noblesse authentique, qu'il peut aider à faire émerger. Et cette mission, pour lui, mérite d'être poursuivie sans relâche. Comme Confucius, Mencius accorde une attention particulière à la question du pouvoir et de la gouvernance. Il reprend la posture morale du maître, mais va plus loin encore dans ses exigences. Selon lui, un souverain ne doit pas seulement viser l'intérêt de son État, il doit rechercher une finalité vertueuse en elle-même. Il avertit, je cite, « Si le roi n'agit que pour l'intérêt de son royaume, alors un vassal n'agira que pour celui de sa maison, un officier pour celui de ses soldats, et un citoyen pour celui de sa propre personne. » Il y a cependant un intérêt légitime qui doit guider l'action du souverain, celui du peuple. Mencius répète à plusieurs reprises que le sort d'un royaume repose sur le bien-être de ses habitants. Si le peuple est satisfait, nourri, écouté, respecté, alors la stabilité politique peut être assurée, et le souverain peut même espérer ériger un empire sur le monde entier. Ce principe, qui consiste à prioriser le bonheur populaire, est déjà présent chez Confucius, mais il devient chez Mencius un fondement central de la légitimité politique. De plus, le souverain doit modérer son ambition. Un souverain qui possède déjà un vaste territoire, qui se nourrit de mets savoureux dès qu'il en a envie, dont la garde-robe est bien fournie et les courtisans en nombre suffisant, de quoi aurait-il besoin de plus? Mencius fait en fait l'éloge des anciens rois. Il les tient pour des modèles exemplaires. Selon lui, ces souverains gouvernaient en fondant leur autorité sur la compassion, et non sur la force ou la ruse. Leur bienveillance n'était pas accessoire, elle constituait le socle même de leur pouvoir. C'est en suivant cette voie morale qu'ils parvenaient à assurer la prospérité de leur royaume. De tels exemples, selon Mencius, devraient inspirer les dirigeants de son époque. Alors, pour étayer sa théorie morale, selon laquelle la vertu est innée en chaque homme, Mencius recourt à une analogie, procédé rhétorique qu'il affectionne particulièrement. Il soutient que, de même que tous les humains perçoivent la réalité par les mêmes organes sensoriels, les yeux voient la beauté, les oreilles entendent la musique, ils partagent aussi une disposition naturelle à la vertu. Tous tendent spontanément vers le bien, à moins d'être corrompus par les circonstances. En somme, l'enseignement de Mencius pourrait se résumer à cet adage. Alors que la voie est à portée de main, on la recherche au loin. Alors que sa pratique est simple, on la cherche dans la difficulté. Il suffirait que chacun aimât ses proches et respectât ses aînés pour que le monde soit en paix. Il s'agit en fait de restreindre ses désirs, de cultiver la vertu et de faire preuve de bienveillance avant tout envers sa famille. Le bien en découlera naturellement. Mencius allait jusqu'à dire qu'il existait des choses plus précieuses que la vie elle-même, comme la justice, pour laquelle il affirmait être prêt à mourir. Sa sagesse, il l'a acquise en affrontant les épreuves de l'existence, car, rappelons-le, Mencius n'est pas un aristocrate retiré du monde, c'est un homme du peuple, enraciné dans la réalité. En ce qui concerne mon avis sur cet ouvrage, il est globalement positif. J'ai personnellement trouvé le Mencius plus stimulant que les entretiens de Confucius. Alors,
Bien que Mencius s'inscrive dans la continuité de la pensée confucéenne, il la retravaille toutefois en profondeur. Il l'adapte aux réalités géopolitiques de son temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il adopte des positions plus affirmées que son maître, notamment sur la bonté innée de l'homme et l'importance centrale de la vertu, dont il s'érige lui-même comme véritable prophète. Cela dit, certains aspects restent problématiques. J'avais déjà abordé la question de la place de la femme dans ma vidéo sur les entretiens. Je n'y reviendrai pas en détail ici, mais il faut reconnaître que malgré l'évolution positive qu'il propose au confucianisme, Mencius perpétue une vision très rigide du rôle féminin. Les femmes, dans sa conception, doivent demeurer dociles, soumises à leur mari, et éviter de les contredire. Sur ce point, force est de constater que les mentalités de l'époque restent profondément ancrées et que le changement n'est pas prêt de se produire. Cela étant dit, il ne servirait à rien de juger l'œuvre avec trop de sévérité anachronique. Le Mencius demeure un texte fondamental de la pensée chinoise antique et son auteur, une figure majeure du confucianisme. Si vous vous intéressez à l'histoire de la pensée chinoise, ou plus largement à celle de la pensée humaine, alors n'hésitez plus. Cet ouvrage est un incontournable à découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et surtout de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé d'ouvrage philosophique. Allez, tchuss!